À 12h28. Oui. Ça va? Allô? Il a répondu. Non. Il a envoyé. Il a demandé. C'est Dylan. Il faut passer au milieu pour que ça soit bon. Vous allez passer. Allô? Tu vois, on va appeler alors. Tout le monde en était montré d'abord quelque chose après. Moi. Il est en réunion. Si ta fille ne répond plus, c'est Dylan. Ne réponds pas. Arrêtez les grands, on va être en réunion. Un jour, mon professeur. Maman, tu peux la mettre ça, s'il te plaît. Il a fait une faute. Tu appelles qui? Tu vois, le numéro que vous appelez ne répond jamais. Oui, oui. On serait déjà là, non, Dylan? Mais mon cher ami, pas ta tablette, c'est ça. Ça, c'est mon téléphone. Le téléphone, vraiment, n'est pas un jouet. Il n'est pas un jouet. Non, 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 non. Attends, on va le faire. Je suis Madame Véronique Poutou Bamwangaï. Je suis née d'une famille de 5. Je suis cinquième d'une famille de 5, dont 2 garçons et 3 filles. Je suis donc cadette. Je suis médecin. Je travaille dans une institution publique au centre mère et enfant de Barumbu depuis quelques temps. Depuis quelques années, voilà. Malgré que nous sommes en grève. Je suis également mère, mariée à M. Eyalé. Je suis mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Oui, oui, j'ai 2 enfants et je travaille. J'ai combine au moins. Je suis au centre mère et enfant de Barumbu. Je suis également dans un privé. À Barumbu, je travaille 2 jours et privé aussi, je prends 2 jours. Mais j'ai quand même du temps pour mes enfants. J'ai un minot qui ne passe pas nuit à la maison, qui vient souvent vers 8 heures. Du coup, comme toute maman bien organisée, je suis obligée de me réveiller à 5 heures pour alléger au moins des tâches à la maison. Je fais le nécessaire. Je peux balayer la cour, je peux remplir les thermos d'eau chaude, je peux déjà classer les habits que les enfants vont mettre. Et les enfants qui sont déjà prêts, qui sont déjà, comme l'aîné étudie, qui va en vacances. Comme l'aîné, je les fais manger le matin, je les lave, je sors avec lui, je l'accompagne à l'école, puis je continue le cours. Et quand la nounou arrive, elle aura le temps de continuer ce que je n'ai pas fini. Puis aujourd'hui, je vais à l'hôpital général Mama Emo pour le retrait de ma carte de vaccination.
étudié presque partout, hein. Presque partout. J'ai fait une partie de l'école primaire à Massina, au complexe scolaire Niemba. Niemba, d'ailleurs, je suis passée par là il y a une semaine passée. Malheureusement, l'école n'existe plus. Et puis, je les ai poursuivis ici à Limité, vers la 7e rue, du côté de Bondeko, à l'école Ndakissa. Par après, je suis allée à Monseigneur Moké, non, à Saint-Raphaël. Oui, puis Limité toujours pour finir à Monseigneur Moké. C'est par là que j'ai rencontré mon mari, le monsieur qui est aujourd'hui mon mari. J'étais encore en 4e et lui était déjà finaliste. Comme tout élève brillant que j'étais, lui aussi qu'il était aussi. On s'est croisés, je crois bien que c'était en 2006. Et il est aujourd'hui mon mari. Franchement, on ne se voyait pas. On ne se voyait pas. Parce que moi, c'était l'école, la maison. Je ne traînais pas à l'école. Une fois que je venais, j'entrais et à la fin du cours, je rentrais directement. Je ne le voyais pas. Et il y a l'un de mes amis qui m'a parlé de ce monsieur-là. Il m'a dit non, il y a... Bon, à l'époque, hein, on disait toujours il y a 6e. Il y a 6e, Moro Boye, il veut te parler. Il y a 6e, Moro Boye, il veut me parler. C'est qu'il y a 6e en question. Et c'est en 6e, s'est présenté. Bon, il était droit. Hein? Il était vraiment droit. Tu es jolie, je veux que tu sois. Je l'avais même insulté hein, la première fois. Tellement qu'il était encore mince, il avait la grosse tête. Mais en fin de compte, comme je n'avais personne, il était aussi le premier que j'avais connu. Ok, c'est donc le premier amour de votre vie. Et aujourd'hui, votre mari. Je n'avais pas de choix. Je me suis dit, comme je n'ai personne, il y a mes amis qui ont des petits copains, je dois aussi essayer. Donc, vous avez accepté de vous emballer dans cette aventure parce que vous n'aviez pas un copain. Est-ce que vous l'avez aimé du coup bien? Franchement, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas, mais suite aux menaces de mes amis qui me disaient, mais toi tu es déjà en 4e, tu n'as personne, comment alors que tu es jolie? Ok, l'influence des amis. Oui, l'influence des amis. Et quand le monsieur se présentait, je me suis dit, bon, on a mes canards, ouais, comme on dit toujours. Bon, j'ai essayé. Il était aussi bien, poli. Il me respectait depuis longtemps, depuis le début. Et voilà. Et il y a eu un moment où le monsieur, mon mari, après ses études universitaires, il est allé en Inde faire son master. Il a pris 3 ans. Et toutes ces 3 années, j'étais là en train de l'attendre. Il est revenu en 2014 et en 2016, on s'est mariés. C'est vraiment une belle histoire. Je ne sais pas quel conseil en passant vous pouvez donner à ces filles qui ne croient pas à ces genres de relations, parce que c'est une histoire vraiment qui sort de l'original. L'amour pour la première fois, vous avez une relation, une amitié qui finit aujourd'hui par un mariage. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces jeunes filles qui refusent ces genres de relations, qui attendent seulement un homme doit être frité, un homme doit être stable? Vous avez quand même été patiente par rapport à votre histoire. Est-ce que vous avez un message à dire à ces jeunes filles qui ne croient pas vraiment à cet amour-là et attendent toujours les filles charmantes, il doit avoir beaucoup d'argent, tout ça? Bon, avant de conseiller d'abord à toutes ces jeunes filles-là, je ne dois pas les conseiller parce que moi aujourd'hui je suis mariée. Non, non. Le monsieur ou l'homme doit aussi être responsable de sa vie, voilà. Parce que moi je me disais, comme il étudie, comme il est parti continuer encore ses études, ça promet. On ne peut pas aller à n'importe qui parce que on l'aime, parce que, non, non. On n'est pas s'aventurer dans la vie avec... Mais à toutes ces jeunes filles, je leur dis d'être toujours patiente. D'être toujours patiente, de mieux se comporter aussi. Parce que malgré la patience, si je m'étais mal comportée à son absence, il va y aller à la tête, hein.
vu qu'il y avait sa famille qui était ici, moi j'étais à Limité, sa famille également, on se voyait presque tout le temps avec sa famille. Si je m'étais mal comportée aussi, on n'allait pas aboutir au mariage. Donc d'abord la patience et mieux se comporter aussi, c'est important. Merci beaucoup. Alors vous allez nous parler maintenant de votre vie professionnelle. Aujourd'hui vous travaillez, vous gérez, vous êtes entre deux travails, mais toujours dans le même domaine, c'est qui est bien déjà. Alors comment vous avez commencé votre travail? C'était parti, racontez-nous un peu cette histoire. C'était comment ça, c'est comment? Bon, d'abord j'ai commencé par le stage. En G1, j'ai effectué mon stage à l'hôpital Bondeko, à la 7e rue. Et le stage de fin de cycle, je le fais à Mama Emo, là où nous partons maintenant. J'ai passé 1 an et quelques mois à Mama Emo. Et quand j'ai fini, comme je n'avais pas encore mon diplôme, je n'avais pas encore prêté serment, j'étais encore obligée de passer par le stage avant d'être engagée. J'ai effectué ce stage en question dans un hôpital privé pendant 6 mois. Et en fin de compte, j'ai été engagée là où je suis maintenant. Comme ça ne me prend pas toute la semaine, je sais comment me partager. Parce que à Barumbu, je prends 2 jours, le lundi et le mercredi. Et de l'autre côté, c'est le jeudi et le vendredi. Vous avez vraiment le temps de vous organiser. J'ai mon temps. J'ai les samedis et dimanches. Je suis libre et tout. Est-ce que vous avez eu déjà à rencontrer certaines difficultés dans votre parcours, dans votre vie et que vous avez su les surmonter? Oui, oui. Parlez-nous un peu de cette expérience-là pour encourager aussi les autres. Bon, comme maintenant là, sans vous cacher, je travaille sans être payé. Je travaille dans une institution publique pendant quelques années sans être payé, sans toucher à ma prime. Mais j'y vais quand même. Pas quand même, mais j'y vais. Ce sont des difficultés. Mais pendant mes études, j'ai pas beaucoup souffert. Hein. J'ai pas beaucoup souffert parce que j'ai étudié chez mon grand frère. J'étais chez mon grand frère. J'ai passé tout mon temps avec mes frères. Hein. Les parents n'étaient pas présents à tout moment. Et les grands frères en question prenaient toutes ces charges. Hein. J'ai eu à étudier dans de bonnes écoles. J'ai cité Saint-Raphaël, j'ai cité Monseigneur Moquet. Comme je me donnais aussi aux études, il était aussi prêt à payer ses frais. J'ai toujours eu de rêves. Et je me dis, comme je suis aussi dans un privé, pourquoi pas faire ma clinique plus tard? Parce que chez les privés, au moins, je touche quelque chose. Pourquoi pas le faire aussi? Comment dire? Cette dame me gêne la route. Hein. Excusez. J'envisage vraiment le faire pour engager d'autres médecins comme moi. Et il y aura aussi le chômage qui va diminuer dans un contexte où je ne voyais pas. Engager les gens. Il y a d'autres médecins qui ont fini il y a longtemps et qui ne sont pas engagés parce que chez nous, dans des hôpitaux publics, il faut normalement avoir d'abord l'affectation, la commission d'affectation, la mise en service et tout. Mais chez le privé, ce n'est pas le cas. Tu as ton diplôme, tu peux commencer à exercer. Tu peux commencer à exercer. Donc, hein, j'ai fait déjà des dons que je ne peux pas chanter devant les gens. Mais tout en étant médecin,
avoir l'orphelinat, c'est déjà dans mes projets. Non seulement leur donner à manger, à boire, les médicaments aussi. On peut bien manger, bien s'habiller, mais s'il y a une partie du corps qui ne marche pas, c'est bon. Vous sortez, c'est pour revenir à quelle heure comme ça? Est-ce que vous avez le temps de vous occuper personnellement de votre mari quand il revient du Oui. Ou bien c'est la nounou qui le fait? Non. De un, d'abord, la nounou ne passe pas nuit. Elle vient à 8 h pour rentrer au plus tard 18 h. Donc le matin déjà, je me réveille à 5 h, non seulement pour prendre soin de mes enfants et de mon mari aussi. Je fais toujours un bol pour lui. Toujours. Ok, un bol qui l'amène au service. Qui l'amène au service. J'ai fait toujours un bol. S'il était là, il allait témoigner. J'ai fait toujours un bol. Donc comme il quitte la maison avant 8 h, je dois me réveiller tôt pour le faire. Il n'a pas le temps de manger le matin. Hein? Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ok. C'est encourageant. Vu son poste, son travail aussi, il n'a pas le temps de prendre une petite pause, aller manger hors le bureau, non. Raison pour laquelle je prends cette charge-là. Et puis il rentre déjà après 18 h. Donc comme moi je rentre déjà bien avant, j'essaie de faire quelque chose. Et maintenant que les enfants sont en vacances, comment vous les occupez? Bon, déjà l'école offre un trousseau de... Mon premier fils est en maternelle. Le deuxième également. Il va commencer cette année. Bonjour. L'école nous remet déjà le trousseau de paquets de couleurs. J'ai l'habitude d'acheter toujours des papiers duplicateurs à la maison. Je ne manque pas cela. Je l'aide toujours à colorier, à écrire aussi. Mon fils a 5 ans, mais il connaît tout l'alphabet. Il connaît déjà écrire plusieurs noms, plusieurs phrases avec beaucoup de syllabes. Donc je prends toujours le temps. S'il y a aussi moyen d'aller les accompagner à jouer, je les fais toujours. Comme hier, j'étais avec eux vers Prince de Liège, chez Kirikou. Ils ont eu un temps de jouer. Donc les vacances, c'est plus les jeux, hein, parce que les enfants sont encore en maternelle. C'est plus les jeux. Mais moi, j'associe toujours avec des coloriages, d'apprendre comment compter, comment lire et tout. Parlez-nous un peu de votre jeunesse. Comment vous avez grandi? Dans quel milieu? Est-ce que c'est vrai que l'IMT, c'est chacun chez eux? Alors comment vous avez vécu ça? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce parallélisme. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles surtout qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont dans des terrasses, qui veulent un peu du chaud, quoi. Alors, comparé à la manière dont vous avez grandi, est-ce qu'il y a des points de ressemblance? Est-ce qu'il y a à conseiller ou bien il y a à améliorer ou bien on est dans le bon? Et surtout avec la nouvelle technologie qui nous apporte beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez que nos jeunes sont dans les bons ou bien il faut recadrer certaines choses? Il faut regarder plusieurs choses. D'ailleurs, moi, la boîte de nuit, je l'ai connue au mariage. J'ai grandi timidement. Je n'ai pas commencé directement à l'imiter. J'ai commencé par Massina. J'ai passé au moins mes premières 11 années de la vie à Massina. J'ai quitté Massina à 11 ans. À Tchangou là-bas, là où il y a tout ce que vous connaissez. Mais sans vous mentir, j'étais au numéro 10, mais le voisin du numéro 15 ne connaît pas mon nom. Le voisin de numéro 15 ne connaît pas mon nom. Le voisin de numéro... Je suis au volant, c'était là, je te rappelle s'il te plaît. Le voisin du numéro 13 peut me connaître de vue, mais pas le nom aussi. Et arrivé chez mon grand frère, il était vraiment strict. Je n'avais pas le temps aux bêtises. C'était plus l'école, la maison. Raison pour laquelle monsieur, mon mari, nous étions dans une même école, mais je ne le connaissais pas parce qu'après les cours, je ne faisais que rentrer à la maison, retourner directement.
J'ai grandi vraiment timidement. Et voilà. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai commencé à avoir les amis quand j'ai fini l'université au stage. Oh là là. Merci. Ça clignotait toujours. Quand j'ai passé 1 an avec les amis au stage, oui, on s'est partagé le même dortoir, bon, le même département pendant 2 mois. On travaillait ensemble en collaboration et j'étais obligée de connaître le nom, de forcer connaître le maison des uns et des autres, des uns et autres, voilà. Parce qu'il y avait toujours des travaux en groupe qu'on ne faisait pas à la maison, qu'on ne faisait pas à l'hôpital ni à l'école. On les faisait à la maison, pour laquelle on a commencé à se partager des numéros, des adresses et tout. Alors, par rapport aux pistes de solutions que vous aimeriez vraiment proposer pour aider un peu la jeunesse, puisque vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, proposez-nous un peu quelques pistes de solutions que vous estimez que ça peut aider un peu la jeunesse. Bon, des campagnes, je ne sais pas si je vais appeler les campagnes de sensibilisation ou quoi. On doit faire ces campagnes-là, surtout pour des filles mères. Surtout pour des filles mères. De jeunes filles, on peut le récupérer facilement avec beaucoup de conseils et tout. Mais il y a d'autres filles qui ont déjà eu les enfants bien avant, qui se disent, non, comme j'ai déjà les enfants, l'école ne me dit plus rien, l'éducation ne me dit plus rien, on ne peut plus me reprocher de quelque chose parce que j'ai déjà un enfant, je suis déjà parent et tout. Mais les sensibiliser sera très important. Ça sera très important. Trop même. Et des émissions aussi à la télé, parce qu'il y a ceux-là qui suivent des émissions. On ne peut pas tout capter, mais il y aura peut-être quelque chose qui va toujours rester. Il y aura quelque chose qui va toujours rester. D'où c'est important de parler, malgré les situations, il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Selon vous, vous estimez que pour réussir dans la vie, est-ce qu'il faut seulement passer par des difficultés? Ou bien il y a pour certains, Dieu a fait grâce qu'il a déjà balisé la route, le chemin est bien. Ou bien il faut seulement qu'il y ait des casse-têtes, mais ou bien est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait des casse-têtes? C'est pas important. Un objectif. Non, 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 non. Parce qu'il y a d'autres qui estiment que pour dire aujourd'hui que moi j'ai réussi dans la vie, c'est par rapport à toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Quelle analyse vous pouvez faire là-dessus? Ce n'est pas déjà, ça ne va pas de même. C'est pas déjà la solution pour réussir, il faut passer par la souffrance. Moi, je n'ai pas connu cette souffrance-là. Je n'ai pas connu cette souffrance-là parce que j'ai étudié, on payait le frais. Je m'habillais pas des habits de marque, mais je couvrais quand même mon corps. J'ai mangé. Mais malgré tout cela, j'étais consciente, je me disais c'est ma vie. On peut payer le frais, on peut me donner l'argent de poche, on peut me conduire à l'école en voiture. Mais ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Je dois avoir la conscience, dans la conscience surtout, je dois mieux me comporter, je dois étudier parce que les études, ça prime. Hein? Ouais. Bien qu'il y a certaines personnes qui négligent les études, qui disent que non, bon... On peut réussir sans passer par les études. Oui, il y a des cas, mais ce sont les cas rares. On ne peut pas se baser sur ça. Selon vous. Bon, selon... Il y a des exceptions. Il y a toujours les exceptions dans chaque règle, mais les études sont très importantes. Parce que moi, à part les études, je ne sais pas quoi d'autre faire. Je n'ai jamais fait de commerce, je ne sais pas aussi le faire. Vous n'avez jamais essayé non plus? Ah, j'ai déjà essayé, mais... mais ça ne marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Mais avec mes études, je me dis si on ne m'engage pas ici, là-bas on va m'engager. Raison pour laquelle j'étudie chaque jour, à part aujourd'hui. À
À part aujourd'hui. Ok, malgré que vous avez fini. Malgré que j'ai fini, malgré que je travaille déjà, j'étudie chaque... Même si je prends 30 minutes, je dois le faire. Je dois le faire. Donc on ne finit jamais d'apprendre. Non, 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 non. Un médecin, c'est un étudiant éternel. Et je peux étudier, je pars présenter la réunion du matin, on me reproche de quelque chose que je n'ai pas bien dit ou je n'ai pas bien fait. D'où il faut toujours apprendre. L'apprentissage ne finit pas. J'ai fait l'auto-école pendant... C'était normalement pour 2 mois, mais j'ai commencé, j'ai fait 1 mois et 1 semaine. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ah, ok. J'ai arrêté. C'est quand j'ai accouché mon bébé là, la dernière, la cadette. Je l'ai accouché au mois de novembre et on m'a offert la voiture au mois de décembre. Okay. J'ai commencé à conduire en février. Wow. Mais là, ce n'était plus l'auto-école, j'ai continué avec mon beau-frère. Comme j'avais déjà les notions de l'auto-école, on a continué. Ça, c'est l'automatique. Automatique. Mais avec l'auto-école, c'était le manuel. C'est pas facile avec les wewa, les 3 pneus. Surtout bango on a coutuné. Esprit tata. Je me suis dit, je dois aller au boulot, je dois aller à l'église, je dois accompagner les enfants. Vous n'avez pas de choix. Je ne suis pas encore payée. Si j'engageais un chauffeur, non, ça, je vais le payer comment? Je dois faire un effort de conduire moi-même. C'était aussi un défi que vous avez relevé. Un défi que j'ai relevé. Et il y a toujours mon frère Frédéric que vous connaissez, qui m'encourageait. Vraiment. Mais il disait, mais Véro, ceux qui conduisent là, toutes ces filles-là qui conduisent là, et le font comment? Tu peux le faire. Et à chaque fois que je sortais, je prenais toujours des vidéos pour l'envoyer. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait de la 15e à la 7e rue. Il me dit bravo, fonce encore. Aujourd'hui, j'ai fait de la maison jusque sur Victoire. Fonce encore. Aujourd'hui, je suis allée à Ziguida. Bravo. J'ai accompagné les enfants à l'hôpital parce que avec les enfants, on vient aussi de ses côtés, un médecin de nuit. Mais toujours, il m'encourageait toujours. Passe. Aussi des encouragements, ça fait encore mieux. Alors que mon mari avait toujours peur, quand il m'a donné la voiture, il m'a dit c'est mon grand frère qui va commencer à te conduire. Parce que toi, avec tes yeux là déjà, qui ont des problèmes, et il dit non, non, je veux aller. Et me voilà en train d'essayer. Et vous n'avez pas encore pris la route de bypass, hein? Déjà. Ah, ok. Moi, je me dis, quand la personne prend la route de bypass... J'y vais chaque mois. Chaque mois. On a je ne sais pas, la ristourne ou les ristournes. Je ne sais pas, mais j'adore. J'adore le faire. Okay. Si une opportunité s'est présentée d'apprendre, je le ferai sans problème. Okay. J'aime bien apprendre des petits trucs. Non, les pianos. Les pianos, les synthés, les synthétiseurs, voilà. La guitare me fait déjà peur avec mes yeux. Je me dis, la corde là peut sauter. Je me fais ces imaginations-là. La corde peut sauter et puis me crever les yeux. Donc je me dis ça. C'est ça qui me fait peur. Vraiment. Mais sans quoi j'aime bien la musique. Et je chante bien aussi. Et on pourra entendre un morceau avec le réalisateur qui est là derrière.
Avec votre permission, cher réalisateur, je voulais écouter un petit morceau. J'ai Madame Véronique qui va nous chanter un petit morceau. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ah, c'est ça, non? Avec cette mélodie, on aimerait entendre encore même des un couplet. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. En tout cas, bravo, vous le méritez vraiment. Félicitations. Je sais un peu de bien chanter, accompagner des instruments, ça ira encore mieux. Vous avez raison. En tout cas, je souhaiterais que vous puissiez apprendre même le piano comme vous l'avez dit. Vraiment. C'est une bonne chose. Vous chantez déjà bien. Allô? Son Excellence, Docteur Ngongo, je suis presque là. Je suis... Ah, ok, les embouteillages, non, je suis presque là, maman. Oui, je suis déjà vers le terrain. Heureusement. Elle est là. Elle est encore là. Bonjour. Bon, pour moi, le mariage n'a jamais été facile. Parmi ces 6 années que j'ai fait au mariage, j'ai trouvé qu'il n'a jamais été facile. Parce que c'est 2 personnes, 2 éducations qui se mélangent. L'un doit supporter l'autre, l'un doit supporter le caprice de l'autre, les bêtises de l'autre aussi. En tout cas, c'est pas facile. Mais vous avez quand même vous en sortir. Ouais, nous avons pu le faire. Nous avons pu le faire. Je vous ai dit qu'on s'est connus depuis longtemps avec mon mari, mais on avait peu de problèmes quand nous étions copains, copines, fiancés, et quand nous sommes devenus mariés. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes qu'avant, mais avec l'aide de Dieu, avec l'éducation reçue aussi, la patience également, on arrive à surmonter tout cela. Oui, la femme africaine que je suis également, je ne suis pas trop pour la parité. Parce que si on parle de la parité du côté professionnel, oui. Parce que je suis médecin femme, il y a aussi des médecins hommes. Mais au ménage, au mariage, cette parité-là ne doit pas exister. C'est comme ça que la femme africaine doit normalement se comporter. Nous devons savoir que l'homme a toujours été au-dessus de la femme. Même la façon de parler, voire même la façon de s'habiller. Tu peux t'habiller ainsi et ton mari te dit « n'est pas comme ça, tu dois le faire. » Tu dois le faire. Tu dois le faire. La femme africaine doit savoir que l'homme a toujours été le chef de la famille, a toujours été au-dessus de la femme. Parce que si on s'agit de comparer l'Afrique et l'Europe, vous connaissez non, ce qui se passe en Europe. Vous connaissez ce qui se passe en Europe.
la femme se met à la place de l'homme, des fois, ou bien se met au même niveau que l'homme. Mais la femme africaine ne doit pas se comporter comme ça. Surtout au niveau du mariage ou ménage, mais pas du côté professionnel. Bon, le message fort de ma part, je commence par les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et cette valeur-là d'une femme. Aujourd'hui, vous êtes fille, demain vous serez femme, pourquoi pas maman. Il faut d'abord avoir des valeurs en soi. Savoir comment se comporter, comment réfléchir aussi. Aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, on a surtout TikTok, que j'utilise aussi. Mais il y a souvent de n'importe quoi qui se passe là. Il y a des femmes qui se présentent nues, qui disent de n'importe quoi, qui publient de n'importe quoi aussi. Vous pouvez bien le faire aujourd'hui, mais ça peut vous rattraper plus tard. Donc pour mieux vivre le futur, il faut d'abord soigner le présent. Étudier, prier, parce qu'il y a aussi l'influence, hein, sans la prière aussi dans la jeunesse, c'est pas intéressant. Et aux femmes, aux mamans, même si vous travaillez, même si vous êtes cadre quelque part, il ne faut pas négliger son foyer, sa famille, ses enfants, son mari. Ouais. Bon, la réussite, c'est d'abord la vision. Il faut avoir la vision. Sans vision, on ne peut rien faire. Sans vision, on ne peut rien faire. Parce que si on a cette vision-là, moi je me disais depuis, je serai médecin. Les gens qui me connaissent dès le bas âge le savaient. Et je savais que pour être médecin, il faut étudier, il faut avoir le temps de lire, il faut avoir le temps de découvrir aussi. Mais si je n'avais pas cette vision-là ou ambition, je n'allais rien faire. Premièrement, il faut d'abord avoir les ambitions, la vision et tout. Pour moi, la réussite, c'est ça.